Euh, voilà, c'est parti. On va officier tous les deux, Pierre et moi, sur cette présentation pour vous donner les points, on va dire les points principaux d'un protocole de recherche, comment bien le rédiger et ce sur quoi il faut être particulièrement attentionné pour que ce soit un vrai outil du quotidien. Pierre, je te laisse lancer Très bien, l'entrée. merci beaucoup Marion. Donc, bonjour à tous les participants à ce webinaire. J'ai du coup le plaisir de co-animer avec Marion cette session sur la rédaction du protocole de recherche. Alors, bien évidemment, on va pas pouvoir tout couvrir, donc il faut qu'on soit euh, humble dans nos objectifs. L'idée, ce serait de bien connaître à quoi va servir ce protocole de recherche et quelles sont les attentes des autorités et des différents acteurs de la recherche, puisque c'est un document qui a de multiples vies. Et puis l'idée, c'est de maîtriser les grandes lignes de la rédaction du protocole. On va voir ce qu'on peut couvrir en 1 heure, mais évidemment, pour plus de détails, vous pouvez revenir vers Marion surtout, qui connaît toutes les petites subtilités concernant la rédaction des protocoles de recherche. Alors, avant de commencer, je vais déjà m'assurer que le diaporama défile bien. Oui, Oui, c'est parfait. Oui, Donc, un petit rappel sur des choses qui ont déjà été dites, mais un schéma qui nous rappelle un peu quel est l'écosystème de la recherche et en particulier recherche en médecine, recherche impliquant la personne humaine. Donc, on ne peut pas faire de la recherche tout seul dans son coin. La recherche, ça suppose plusieurs équipes à différents niveaux. Donc déjà, à un niveau, disons, de l'équipe médicale d'un service, par exemple, il y a un investigateur coordonnateur qui doit être un médecin, notamment dans les recherches impliquant la personne humaine de type 1, c'est-à-dire quand il y a des interventions médicamenteuses, mais qui peut, dans les autres situations, qui pourrait être un professionnel de santé qualifié, pas obligatoirement un médecin. Et donc, l'investigateur va superviser le projet et notamment le volet médical et scientifique du projet. C'est lui qui est responsable des inclusions et du suivi des participants. Bien évidemment, il peut travailler avec des co-investigateurs, donc d'autres personnes qui travaillent un peu en co-responsabilité avec lui, mais qui ne sont pas l'investigateur principal. Il va y avoir un promoteur pour la recherche qui va porter la responsabilité juridique et financière, par exemple le CHU d'Angers ou la PHP ou un autre promoteur, et qui va du coup gérer l'aspect plus juridique de l'étude. Il y a toute l'équipe recherche, donc l'équipe qui va soutenir en fait la réalisation de la recherche, et on les remercie vivement. Donc les chefs de projet, les architectes, tout le personnel qui est responsable du monitoring des dossiers. Il y a une équipe support qui est souvent une équipe transversale qui peut travailler avec différentes équipes, méthodologistes, biostatisticiens, data managers. Et puis, en fonction des situations, si c'est une recherche qui concerne des médicaments, à ce moment-là, il faut une autorisation de l'Agence nationale pour la sécurité des médicaments, la NSM, la CNIL pour tout ce qui est données personnelles et les CPP qui vont du coup donner leur avis favorable ou défavorable, donc le comité pour la protection des personnes qui vont un peu on verra quelles sont les questions que se pose un CPP. C'est une équipe pluridisciplinaire qui va évaluer un peu les différents aspects du protocole de recherche, non seulement son utilité scientifique, mais surtout et avant tout, est-ce que les personnes qui participent à ce protocole de recherche sont correctement protégées et la protection des personnes passe avant la finalité scientifique. Marion, tu voudrais rajouter quelque chose ou Oui, je préciser? vais rajouter juste un petit point. Si jamais certains voulaient aller plus loin sur le sujet de l'écosystème de la recherche et tout ce qui est lié comment dire,
type d'études et à la réglementation, le webinaire précédent, le tien, c'est exactement ça le sujet. Et du coup, on va le mettre en ligne très bientôt, là, le replay. C'était moi qui le présentais. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, tout ce que tu viens de dire en plus détaillé. Très bien. C'est un peu long. Ça va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, le protocole de recherche, pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment un document central du projet de recherche qui va décrire le design de la recherche, la méthodologie, les objectifs qu'on cherche à atteindre, toute la conception, les aspects statistiques, etc. Préciser les responsabilités des acteurs, qui est l'investigateur, qui est le promoteur, qui sont les personnes qui sont impliquées dans ce travail de recherche. Documenter aussi les aspects éthiques et réglementaires. Et donc, l'objectif du protocole de recherche, c'est justement de démontrer aux autorités que la recherche est pertinente, scientifiquement valide, faisable et méthodologiquement solide et éthique. Cette phrase vraiment résume un peu le cœur du protocole de recherche. Donc, c'est un document qui va avoir plusieurs vies, qui va servir à différentes étapes. C'est un document qui est essentiel selon la loi, notamment dans la recherche impliquant la personne humaine. On parle de la loi Jardé. C'est le seul document à faire foi de tous les documents de l'étude. Donc, quand on a un doute et qu'on veut savoir vraiment comment se passe telle évaluation, il faut qu'on se réfère à ce document pour voir comment ça a été initialement décrit et pour que toutes les personnes impliquées aient une information partagée. Quand on parle de protocole, ça recouvre le protocole, ses versions successives. Très souvent, il y a des modifications du protocole de recherche, notamment avec les allers-retours avec les CPP, mais aussi quelquefois, on conçoit une étude et on se rend compte en la faisant que certains aspects ne sont pas suffisamment détaillés, ne sont pas pratiques. Il faut qu'on rajoute certaines évaluations ou qu'on retire d'autres parce que c'est très chronophage ou autre. Et donc, les différentes versions successives sont couvertes par le terme de protocole, donc les modifications. Et ce document-là, c'est ce document qui va être autorisé par le CPP et les autres instances réglementaires pour la recherche impliquant les personnes humaines. Là, on parle de recherche impliquant la personne humaine dans le champ médical. Quand on est dans des études, par exemple, par questionnaire, des études un peu dans les confins entre la médecine et les sciences sociales, notamment par exemple en sociologie, la loi ne définit pas le terme de protocole. Donc tout ce que je détaille aujourd'hui concerne surtout le protocole de recherche des RIF, des recherches impliquant les personnes humaines, mais clairement pour les autres types de recherches, il y a un équivalent à ce protocole qui est un peu moins réglementé dans ses formes, un peu moins juridiquement défini, mais qui est tout à fait essentiel. Voilà. Donc le protocole, on commence à le rédiger dès le moment où on va proposer une étude, au moment où on va détailler un peu l'évaluation scientifique et la faisabilité. Bien évidemment, il peut y avoir en amont une petite lettre d'intention qui est une sorte de résumé du projet, mais le protocole va être nécessaire pour rechercher un financement, pour obtenir toutes les autorisations réglementaires. Et puis, une fois qu'on a les autorisations, il va servir de document de référence du quotidien pour les investigateurs et il va servir par la suite de base pour la rédaction de l'article scientifique qui va émaner de la recherche. Et donc, le protocole reprend toutes ces questions, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. J'ai volé cet acronyme à un diaporama de Marion. Je l'ai trouvé très inspirant, effectivement. Donc, il permet d'éviter toute ambiguïté d'interprétation, toute improvisation ultérieure. Et donc, sa rédaction, elle est longue. Il faut consacrer du temps pour sa rédaction. Il faut être plusieurs à le rédiger et à le relire et à le corriger pour que ce soit le plus rigoureux et équilibré entre les besoins réglementaires d'une part et les besoins du terrain d'autre part.
Et ça, c'est vraiment indispensable pour pouvoir réussir un projet de recherche clinique. Même si on est quelquefois pressé par le temps, il faut prendre ce temps de la rédaction du protocole. Je te passe la main, Marion. Oui, alors du coup, sur ce webinaire, on va vous proposer un fil rouge en fait pour rendre un peu plus concret cette version du protocole, comme si nous écrivions un protocole là aujourd'hui, donc une modalité un peu, voilà, un projet de recherche. Donc là, en l'occurrence, l'exemple qu'on va prendre tout au long du projet, enfin du webinaire, c'est on veut tester un nouveau médicament contre l'insomnie. Et notre objectif, pour le moment, tel qu'il apparaît, c'est voir s'il augmente la durée de sommeil par rapport au traitement standard. Donc, vous allez voir, tout au long on va essayer d'illustrer nos propos avec ce fil rouge. Alors, il y a des choses qui ont déjà été abordées dans les sessions précédentes. Ça fera peut-être une redondance ou un rappel. Trois questions à se poser avant de rédiger. Déjà, la question de recherche, est-ce qu'elle est clairement formulée? Et pour pouvoir répondre à cette question, l'acronyme PICO permet de se demander, est-ce que j'ai bien défini ma population, mon intervention, le comparateur, l'outcome ou le critère de jugement principal et plus ou moins les critères de jugement secondaires, et puis le timing de la recherche. Si on réussit à répondre à ces différents points, on a déjà une question de recherche qui est clairement formulée. On verra l'exemple dans le fil rouge. Une deuxième question, c'est quel est l'apport par rapport à la littérature existante? L'idée n'est pas de redémontrer des choses pour lesquelles il y a une évidence déjà assez établie, mais plutôt d'apporter de la nouveauté par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et une troisième question, est-ce que l'étude est faisable? Et là encore, un autre acronyme qui est un acronyme anglais, FINAL, qui permet aussi de se demander si l'étude est faisable, intéressante, nouvelle, éthique et relevant, c'est-à-dire pertinente. Pour pouvoir répondre à ça, en fait, il faut consulter différentes sources, des sources de données scientifiques. Il faut se demander combien de patients il va falloir qu'on recrute pour pouvoir répondre à notre question de recherche. Est-ce que notre calendrier est réaliste? Est-ce que l'équipe avec laquelle on travaille a suffisamment d'expertise pour pouvoir mener le travail de recherche à terme? Et quelles vont être les contraintes logistiques auxquelles on va devoir faire face. Très souvent, le timing est souvent sous-estimé dans la recherche. C'est-à-dire qu'on pense que d'ici 6 mois, on aura commencé les inclusions, mais en fait, le temps de rédiger le protocole, de passer toutes les étapes réglementaires, de définir correctement la méthodologie, de voir ça avec un méthodologiste, un biostatisticien, ça prend un temps très, très, très important. Donc, il faut aussi savoir être réaliste. Je laisse Marion Donc, détailler. pour notre fil rouge, donc, je vous rappelle que notre but, c'était de faire un projet de recherche sur l'insomnie. Donc, si on prend la méthode PICO, notre population qu'on veut étudier, ce sera les adultes qui présentent une insomnie chronique. L'intervention, c'est ce nouveau médicament que Pierre a appelé Insomnia X. Le comparateur, ce sera un traitement standard. Ça pourrait être un placebo, par exemple, mais là, on a choisi que ce soit un traitement standard. L'outcome, donc le critère de jugement, ce sera la durée moyenne de sommeil nocturne. Et la fenêtre d'évaluation, ce sera l'évaluation à 8 semaines. Alors, c'est une fenêtre qui n'est pas sortie forcément de nulle part. En général, on regarde ce qui se fait dans la littérature et ça nous donne des fenêtres enfin les meilleurs pour pouvoir comparer. Et donc la question de recherche qu'on rédige sera la suivante. Chez les adultes présentant une insomnie chronique, le médicament Insomnia X augmente-t-il la durée moyenne de sommeil par rapport au traitement standard après 8 semaines de traitement? Et voilà, là on a une question complète qui reprend nos cinq items et elle est claire et pertinente. On continue. Par rapport à tout ce qui... Donc voilà, comme je le disais, il y a forcément un apport de la littérature
pour étayer notre question. Donc, ce qu'on va voir dans la littérature par rapport à notre projet, c'est que il y a peu de traitements avec efficacité prolongée, donc démontrés. Parfois, les patients montrent une tolérance limitée aux hypnotiques qu'il y a sur le marché actuellement. Et puis, le médicament qu'on teste, c'est une nouvelle classe médicamenteuse. Donc, il y a peu de données, ce qui fait qu'on rend la faisabilité de notre projet plus forte. C'est-à-dire que grâce à ces trois items, on se dit que c'est intéressant de mener cette étude-là. Donc voilà, on reprend aussi l'acronyme FINER là sur la faisabilité notamment. Donc, est-ce qu'on a nos patients? Oui. Où est-ce qu'on va les trouver? Bah, au centre du sommeil. Est-ce que c'est intéressant? C'est quand même une problématique fréquente. On peut l'étayer avec les chiffres les plus récents qu'on trouve, notamment sur des études épidémiaux. Est-ce que c'est nouveau? Oui, on vient de le dire, c'est une nouvelle classe médicamenteuse, donc c'est nouveau. Est-ce que c'est éthique? Bah, on compare à un traitement standard, donc a priori, les patients ne sont pas laissés dans la nature tout seuls. On peut se poser plus de questions sur les placebos. Souvent, enfin, dans la recherche, il y a des études contre placebo sur lesquelles nous, on réfléchit un peu éthiquement, mais comment dire, la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité de médicaments, et fortiori les agences américaines sont très friandes d'études contre placebo. Donc, il y a des questions d'éthique là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? Eh ben, ça a un fort impact bah, du coup épidémiaux, donc sociétal, et puis bah, fonctionnel, parce qu'on sait que le sommeil, la qualité du sommeil, ça a un impact sur plein d'autres pans de la vie de nos patients, et notamment santé. Très bien. Donc, on passe en fait à l'étape suivante. Une fois qu'on a formulé correctement notre question de recherche, il y a une grande étape de réflexion qui est la distinction entre ce qui relève du soin et ce qui relève de la recherche. Comme on a dit, ces patients, on va les recruter par exemple au centre du sommeil. Donc, ils sont avant tout des patients qu'on suit avant qu'ils ne soient des participants à la recherche. La terminologie est importante. On ne parle pas de patients dans la recherche, on parle de participants. Et c'est très, en tout cas, tout le cadre réglementaire est différent. Quand on travaille dans les soins, on est tenu par le secret professionnel. Dans le domaine de la recherche, l'information, elle est bien évidemment protégée, mais elle est quand même partagée avec un personnel qui est impliqué dans la recherche, mais qui n'est pas forcément médical. Donc, quelle information va être partagée, etc. C'est très important donc de distinguer clairement les actes qui sont réalisés dans le cadre du soin courant et qu'on peut utiliser à visée de recherche par rapport aux actes qui ont été rajoutés spécifiquement par le protocole de recherche. Et cette distinction va conditionner plusieurs éléments interdépendants. D'une part, le niveau de risque et de contrainte pour les participants, et d'autre part, la nature de la recherche. Est-ce qu'on est dans une recherche interventionnelle, interventionnelle à risque minime ou non interventionnelle? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir qualifier réglementairement la recherche en distinguant, selon la loi Jardé, recherche impliquant la personne humaine de type 1, de type 2 ou de type 3. Ça va également déterminer les autorisations qui sont nécessaires. Par exemple, si ce n'est pas une recherche médicamenteuse, on n'a pas besoin d'avoir un avis de la NSM. Et si ce n'est pas une recherche interventionnelle, tu me corriges Marion, mais je pense qu'un comité d'éthique pourrait être suffisant et on n'a pas obligatoirement besoin d'un CPP. Exactement. Et puis les moyens qui sont nécessaires en termes de personnel et de budget. Donc là, dans notre projet fil rouge, on va distinguer d'emblée le soin et la recherche. Donc, qu'est-ce qu'il y a En fait, déjà, on va lister ce qu'il y a dans le soin classique pour les patients. Donc, ils vont avoir leur consulte sommeil par un psychiatre ou un médecin spécialiste du sommeil. Donc, ça, c'est standard. D'ailleurs, c'est là qu'on va les recruter. Ils ont aussi des consultations de suivi clinique régulièrement. Donc, nous, on peut essayer de se caler dessus justement pour nos objectifs principaux, enfin principal et secondaire. Et puis après, nous, on va venir caler d'autres actes, donc qui sont typiquement de la recherche, tout ce qui concerne le consentement, la randomisation
éventuellement des évaluations initiales ou des évaluations en sus de la pratique courante. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir des questionnaires en plus. Il peut y avoir une évaluation intermédiaire, donc notamment on a prévu de la psychométrie et encore une évaluation finale qui sera hors soin, mais qui peut être calée en même temps que le soin. Et donc, la question de la qualification du projet de recherche, on peut y réfléchir tout seul dans son coin, mais souvent on se fait aider par les équipes recherche qui ont vraiment l'expérience de la recherche. C'est très important de bien la qualifier d'emblée, parce que si jamais ce n'est pas bien fait, eh bien il y a un risque que le CPP nous demande de requalifier, par exemple, un projet qu'on a considéré comme non interventionnel en interventionnel à risque minime. Par exemple, on a dit on va juste rajouter un questionnaire, et ce questionnaire, on le fait souvent dans les soins courants. Eh bien, le CPP peut tiquer en disant bah non, quand même, là, c'est un questionnaire que vous avez rajouté spécifiquement pour la recherche, et du coup, ça devient interventionnel à risque minime. Ou par exemple, on peut qualifier interventionnel à risque minime si jamais on décide d'évaluer un médicament qu'on utilise déjà dans les soins courants, mais on se dit on va voir voilà, le dosage dans le sang. Eh bien, le CPP pourra dire cet acte-là n'était pas prévu dans le soin courant, et donc votre recherche devient interventionnelle. Je donne des exemples, mais bien évidemment, c'est au cas par cas. Et donc, il y a des outils qui ont été développés par différents groupements de recherche, notamment le JIRSI Île-de-France a développé cet outil qui s'appelle SmartReg, qui permet d'aider, en posant des questions successives, à catégoriser réglementairement la recherche en déjà impliquant la personne humaine ou pas, et puis en type 1, 2, 3. Et également, j'ai trouvé un questionnaire du département de médecine générale de Strasbourg qui permet également de répondre à cette question en le faisant défiler. Vous pourriez les consulter. On passe au contenu du protocole de recherche. Donc, qu'est-ce qu'il comporte, ce protocole de recherche? Alors, cette diapo résume un peu toutes les sections du gros document qui fait 60, 80, plus de 100 pages quelquefois du protocole de recherche. C'est vraiment très standardisé, très réglementé. Et pas que français, en fait, il y a une réglementation européenne autour du protocole de recherche. Nous, on va spécifiquement s'intéresser au corps du protocole, et on va aborder certains points au sein du corps du protocole. Pour commencer, le titre du protocole. Donc, il y a le titre long et le titre court. Le titre court, on peut être inventif. L'idée, c'est de donner un titre que les gens retiennent facilement et qui leur donne envie de participer au travail de recherche. Mais le titre long, il doit contenir le design de l'étude, le facteur étudié, la variable explicative, la population et l'intervention. Ça vous rappelle évidemment l'acronyme PICO qu'on vient de voir tout à l'heure. L'objectif, c'est de permettre au lecteur de comprendre immédiatement le contenu de l'étude, ou en tout cas son design, son objectif global. Donc, pour notre étude sur l'insomnie, on peut l'appeler effectivement l'acronyme court au quotidien. On va trouver un petit nom un peu sympa, mais on peut pas le mettre juste étude sur un médicament contre l'insomnie, ce serait pas assez précis. Donc, par exemple, le titre qu'on suggère là, c'est essai randomisé contrôlé. Donc, ça, c'est le design de l'étude, évaluant l'efficacité du médicament Insomnia X sur la durée du sommeil chez les adultes présentant une insomnie chronique comparativement au traitement standard. Déjà, rien qu'en lisant le titre, on sait un peu plus de quoi il retourne. Donc, voilà, on reprend effectivement un peu le picot du départ comme l'objectif qu'on a déjà nommé tout à l'heure. Ensuite, il y a une partie qui concerne la justification scientifique. Ça a déjà été abordé par Quentin Gallet au cours d'un webinaire antérieur. Donc,
en gros, revenir sur l'état des connaissances, le rationnel scientifique de l'étude, la question de recherche et nos hypothèses, et puis décrire aussi les retombées qui sont attendues pour la pratique, pour la santé publique, pour les connaissances scientifiques et pour le bénéfice des patients. Alors, là, bon, je ne vais pas détailler, mais effectivement, ce serait ce qu'on pourrait retrouver dans la biblio. Donc, on a dit tout ce qui est valence un peu épidémio, ce que ça entraîne comme altération de point de vue fonctionnel, quels sont les traitements, quelles sont leurs limites, parce qu'en fait, on doit critiquer d'emblée pourquoi on fait cette étude, enfin, critiquer l'actuel pour pouvoir prouver que notre étude a des bienfaits. Et puis présenter les données préliminaires sur le médicament qu'on va regarder ici. Et puis l'hypothèse. Donc, quand on a fait tout cet état de l'art, on fait l'hypothèse que le médicament Insomnia X augmente la durée moyenne de sommeil par rapport au traitement standard après 8 semaines de traitement. C'est un peu notre pari là qu'on fait pour notre étude et du coup, on espère que ça améliore la prise en charge de l'insomnie chronique et ça viendra aussi enrichir les connaissances sur les nouveaux traitements hypnotiques. Donc ça, c'est les bénéfices qu'on attend de l'étude. Et donc, la partie suivante, c'est de décrire les objectifs de l'étude. Dans les objectifs, on distingue deux types d'objectifs. L'objectif principal qui va vraiment être déterminant pour la suite, pour le design de l'étude, et puis les objectifs secondaires qui vont venir se greffer à cet objectif principal, qui seront moins déterminants. Donc, on va se donner un peu moins les moyens méthodologiquement pour les atteindre, mais si on a des éléments de réponse, ça pourrait ouvrir des pistes ultérieures pour creuser ces objectifs secondaires. L'objectif principal, c'est un objectif unique. Là encore, des acronymes anglophones. Donc, un acronyme SMART, donc l'objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il doit être directement lié à notre hypothèse et il nous permet de conclure de manière un peu binaire, oui ou non, est-ce que notre hypothèse est vérifiée ou pas. Les objectifs secondaires, comme je l'ai dit, complètent l'objectif principal. Ça va être une exploration d'autres questions, comme par exemple la tolérance, d'autres bénéfices sur, par exemple, le bénéfice fonctionnel, là où notre objectif principal pourrait être vraiment la durée du sommeil. Et là, on peut avoir plusieurs objectifs. On peut, par exemple, avoir 3, 4, 5 objectifs secondaires. Par contre, si on met beaucoup trop d'objectifs secondaires, l'étude risque d'être moins lisible et moins crédible. Il faut se limiter à des objectifs secondaires. Enfin, il n'y a pas de limite en nombre, mais si par contre on liste une douzaine d'objectifs secondaires, on risque nous-mêmes de nous perdre et puis de perdre les lecteurs. On ne peut pas parler des objectifs sans parler des critères de jugement. Comme on l'a dit, les objectifs doivent obligatoirement être mesurables. Et c'est à ça que servent les critères de jugement. Tout objectif doit être opérationnalisé. C'est un terme qui revient souvent dans la recherche. Comment on va déterminer que le sommeil est meilleur? Ça, c'est extrêmement subjectif. Par contre, il y a des moyens objectifs de le déterminer. Deux chercheurs doivent observer exactement la même chose s'ils se basent sur une méthode d'évaluation. Après, on peut juger cette méthode d'évaluation valide ou pas valide, mais habituellement, pour choisir nos critères de jugement, on va se baser sur les gold standards qu'il existe dans la littérature. Et donc, pour l'objectif principal, il y a un critère de jugement principal, il est unique, il permet de répondre à l'objectif principal, et c'est ce critère de jugement principal qui va être utile pour calculer le nombre de sujets nécessaires pour ce protocole de recherche. De la même manière, il y a les critères secondaires. Par contre, on ne va pas potentialiser l'étude, c'est-à-dire on ne va pas adapter le nombre de sujets nécessaires pour pouvoir obligatoirement répondre à tous les critères secondaires, sinon c'est sans fin. Donc pour notre projet fil rouge, on a notre objectif principal unique
qui sera donc d'évaluer l'efficacité du médicament Insomnia X sur la durée moyenne de sommeil nocturne chez des adultes présentant une insomnie chronique comparativement au traitement standard après 8 semaines de traitement. Donc là, vous voyez bien qu'on retrouve un peu du titre, beaucoup de l'hypothèse, et c'est normal puisque tout est calé là-dessus. C'est vraiment notre objectif principal. Et en face de chaque objectif, on trouve un seul et unique critère de jugement. Et donc pour celui-ci, il va nous falloir, enfin, le chercheur, l'investigateur principal décide que ce sera la variation de la durée moyenne de sommeil nocturne en minutes, mesurée avec un actimètre entre le jour de l'inclusion, J0, et la semaine 8 de traitement. Donc c'est fondamental d'avoir ce timing et la manière de mesurer en gros, la durée du sommeil. On aurait pu parler dans notre objectif principal de la qualité du sommeil ressenti et utiliser une échelle, par exemple. On aurait pu faire ce choix-là. C'est pas le choix qu'on a fait, donc effectivement, il faut trancher et c'est sur cet objectif qu'on va pouvoir conclure à la fin, puisque la puissance statistique, elle est calculée que sur cet objectif-là. On met donc des objectifs secondaires pour pouvoir apporter aussi d'autres infos. Donc là, dans notre exemple, on a 4 objectifs secondaires en plus. Évaluer l'évolution subjective de l'insomnie, avec comme critère de jugement associé la variation du score EASY, donc le Insomnia Severity Index, entre J0 et S4 et S8. Donc en fait, on va faire une évolution du score sur les 8 semaines de traitement avec une première évaluation à l'inclusion, une à S4 et une à S8. On va aussi évaluer la variation de la somnolence diurne grâce à la variation du score d'Epworth au même moment, donc J0, S4 et S8. Tout ça, on a bien mis variation, hein, c'est pas juste le score brut, c'est-à-dire que c'est l'évolution du score qui nous intéresse. On aura aussi évalué la tolérance, pardon, et les effets indésirables du traitement à 2, 4 et 8 semaines. Donc là, on va regarder la fréquence des effets indésirables et ainsi que le taux d'arrêt du traitement chez les patients. Et donc, ils vont nous remonter. Donc là, ça va être vraiment du déclaratif. Et puis, on va étudier l'observance thérapeutique et donc on va compter le nombre de comprimés pris, pareil, à chaque étape, à chaque évaluation, pour pouvoir voir si, enfin, pour pouvoir évaluer l'observance très pragmatiquement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, voilà, je te laisse continuer. La partie suivante va détailler le schéma de l'étude et les caractéristiques méthodologiques. Et là, il va y avoir différentes questions auxquelles on va répondre. D'abord, le type de recherche. Donc, dans notre cas, c'est une recherche effectivement interventionnelle. Il peut y avoir d'autres types de recherche, par exemple médico-économiques, descriptives, etc. Les lieux de la recherche, est-ce que ça se passe dans un seul centre ou dans plusieurs centres? La méthodologie, là, il y a des nuances, mais on ne va pas les détailler. Je pense que ça a déjà été détaillé dans d'autres webinaires. Donc, Oui. Mm. est-ce que c'est une étude de supériorité, de non-infériorité? Est-ce que c'est une étude cas témoin, etc. Le design de l'étude, donc là, par exemple, on a pris traitement versus groupe standard. Est-ce que ça va être des groupes en parallèle ou est-ce que ça va être des groupes croisés, c'est-à-dire le premier groupe commence par un traitement, puis au bout de 2 mois, il va basculer sur l'autre traitement et inversement. Quels sont les ratios qui sont impliqués dans les différentes branches de l'étude? Est-ce qu'on est en train de faire une étude prospective ou rétrospective? Comment se fait la randomisation? Est-ce que c'est un tirage au sort ou pas? Et est-ce que c'est en aveugle par rapport aux patients, par rapport aux cliniciens, par rapport à l'évaluateur? Et ce n'est pas forcément les mêmes personnes, en fait, le médecin traitant et l'évaluateur pour l'étude. Le groupe contrôle, est-ce que c'est contrôlé versus placebo ou un produit de référence? Et puis, du coup, l'insu que je viens de détailler. Donc, pour notre étude sur le traitement Insomnia X, le type de recherche, c'est donc un essai clinique interventionnel, puisque c'est un essai médicament. Donc là, on est au plus haut
dans la réglementation européenne. Ce sera un essai comparatif, prospectif et donc de catégorie RIPH1. On fera l'étude en multicentrique avec un lieu plus précis qui sont les consultations spécialisées du sommeil. Pour ce qui est du design, ce sera des groupes parallèles, c'est-à-dire qu'on mène enfin, les deux groupes seront inclus de manière parallèle. Ce sera randomisé, on tirera au sort, les patients ne choisiront pas, ni nous ni eux. Le ratio sera 1 sur 1, c'est-à-dire que pour un patient dans un groupe, il y en aura un autre dans l'autre groupe. Et en double aveugle, ce qui veut dire que personne ne saura ce que les patients prennent comme traitement, ni eux ni nous. Le comparateur, ce sera le traitement standard et la durée de suivi par participant sera de 8 semaines. Pour le calendrier des visites, donc, on a déjà eu quelque chose d'un peu similaire entre le soin et la recherche. Là, on a vraiment détaillé visite par visite, donc du début de l'étude jusqu'à la fin de l'étude qui est donc en semaine 8. Et on va mettre à chaque fois quand est-ce qu'on veut revoir les patients et quand ils reviennent pour une visite, donc ça s'appelle ça, comme les visites de l'étude, qu'est-ce qu'on leur fait? Donc le screening, c'est juste la vérification des critères d'inclusion et puis on les informe et on recueille leur consentement. Souvent, le timing du screening et du J0, qui est le temps de l'inclusion, ils sont fusionnés, parce qu'on peut faire tout ça en même temps. Et donc, pour le J0, on va faire le tirage au sort, et puis on va commencer les premières évaluations, qui sont celles que l'on fait avant la mise en route du traitement. Du coup, le patient repart avec ses traitements. Et puis là, en semaine 2, en semaine 4 et en semaine 8, il va y avoir un relevé des effets indésirables et de l'observance du traitement en comptant ce qu'ils ont pris comme cachet. Et puis, on retrouve en semaine 4 et semaine 8 les, euh, les évaluations, les échelles qu'on a déjà fait au tout départ pour voir les variations des scores. Et puis on récupère les données de l'actimétrie à la fin de l'étude pour pouvoir suivre le sommeil de nos patients, sachant que là, l'actimétrie, elle a duré tout au long de la période. Donc, la partie suivante va se concentrer sur la population étudiée. On distingue trois niveaux de population. Il y a la population cible, c'est celle à laquelle on veut généraliser. La population source, c'est disons l'échantillon, le sous-groupe de population dont vont être issus les sujets qui participent à la recherche, les participants. Et puis, il y a la population d'études, c'est les participants qui ont accepté de participer à cette recherche et qui ont été réellement inclus. Et là, c'est très important de dire que toute personne incluse, surtout si on est dans un design d'intention de traiter, toute personne incluse va rentrer dans les analyses finales, qu'elle ait poursuivi ou non la recherche jusqu'au bout. Donc ça, c'est l'échantillon analysé et qu'on va, pour le coup, définir par des critères d'inclusion et de non-inclusion. Pour la population aussi, on va déterminer la méthode de recrutement, où se font les inclusions et quel va être le calendrier de screening et d'inclusion. On peut avoir plus que les critères d'inclusion et de non-inclusion, on peut avoir des critères de pré-inclusion. C'est par exemple le cas si jamais, par exemple, il faut être sûr que le patient présente une certaine pathologie pour laquelle on évalue le traitement. Par exemple, un cancer du sein, le critère de pré-inclusion, c'est d'avoir un diagnostic anatomopathologique positif de cancer du sein avant même d'évaluer les critères d'inclusion. Ça, c'est les critères de pré-inclusion. On peut aussi avoir des critères d'exclusion. Les critères d'exclusion vont venir exclure des participants qui ont donné leur consentement à la recherche et qu'on a inclus dans un premier temps. C'est par exemple une personne qui nous déclare au cours du suivi qu'elle est tombée enceinte. Le cadre de la recherche n'était pas prévu pour évaluer ce médicament chez les personnes enceintes et donc on va devoir exclure cette personne du suivi. Donc, le but des critères de pré-inclusion, inclusion, non-inclusion, exclusion, c'est de protéger les participants sans rendre pour autant l'étude irréalisable.
Si jamais ils sont trop larges, ils vont exposer à des risques et à une hétérogénéité. On veut quand même un échantillon assez homogène. Mais s'ils sont trop stricts, et c'est quelquefois le cas dans la recherche, ça rend le recrutement strictement impossible et limite la généralisation. Par exemple, en psychiatrie, on a souvent des études qui nous disent patient présentant un épisode dépressif, mais on ne veut pas de comorbidité, donc pas de comorbidité addictologique, pas de troubles de la personnalité, pas de troubles psychiatriques comorbides, pas de stress post-traumatique. Eh bien, ces patients, nous, on ne les voit pas, par exemple, au CHU. Là, les critères deviennent trop stricts. Donc, pour les critères de sélection des participants, juste une petite parenthèse pour détailler qui sont les personnes qui sont protégées au sens de la loi. Et pour le coup, quand on note les critères de non-inclusion, à moins qu'il n'y ait un bénéfice très clair pour cette population, ces personnes ne sont pas incluses dans le travail de recherche, sauf si c'est vraiment un travail de recherche qui porte spécifiquement sur ce groupe de personnes. Il s'agit des femmes enceintes, parturientes et allaitantes, des personnes privées de liberté par une décision administrative ou judiciaire, des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques contraints, des mineurs, des personnes qui sont sous mesure de protection, donc sous curatelle ou tutelle, et des personnes qui sont hors état d'exprimer leur consentement. Donc, pour notre étude fil rouge, la population cible, donc, on l'a dit, c'est les adultes qui présentent une insomnie chronique et pour lequel, évidemment, on souhaite améliorer la prise en charge. Ça, c'est bien logique. D'où est-ce que ces patients-là viennent? Là aussi, on l'a dit, c'est des centres du sommeil. Donc, enfin, on va les recruter lors de leur consultation spécialisée dans les centres participants. Et du coup, notre population d'études, ben, ce sera les patients qui sont effectivement inclus après les vérifications des critères d'inclusion et de non-inclusion et la signature du consentement. Juste pour la petite, enfin, pour préciser, en vrai, la recherche, c'est pas le soin, donc on trie toujours hein, la recherche, et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des biais et ça représente pas toute la population, et notamment en psychiatrie, on a tendance à on va dire, à sélectionner largement la population. Donc des fois, on s'y retrouve pas tout à fait. Donc, dans nos critères pour être plus précis là, pour notre étude fil rouge, on va prendre des patients majeurs, mais avec une limite d'âge fixée à 65 ans. Ça, si je limite l'âge à 65 ans, il faut que je retrouve aussi pourquoi je limite à 65 ans dans mon protocole ou dans l'état de l'art pourquoi, enfin voilà, c'est intéressant de savoir pourquoi on coupe à 65 ans. Donc il faut qu'ils aient un diagnostic d'insomnie chronique, que la durée moyenne de sommeil soit déjà réduite, objectivée par l'actimétrie. Donc là, ça veut dire que on va déjà avoir quelque chose, ils vont avoir un actimètre. Alors si ça se fait en soins courants, bah, très bien. Sinon, potentiellement, ça peut être un critère de pré-inclusion. Il faut qu'ils soient affiliés au régime de la sécurité sociale, ça c'est la loi. On n'inclut pas les patients qui ont déjà un trouble psychiatrique ou somatique instable. Donc vous voyez déjà, on trie bien la population. Il ne faut pas qu'ils aient de syndrome d'apnée du sommeil non traité ou un rythme veille-sommeil très irrégulier. On ne n'inclut pas non plus les personnes protégées au sens de la loi. Donc dans le webinaire précédent, il y a tout aussi tout un détail sur les consentements et les personnes protégées. Et puis, s'ils présentent une contre-indication aux médicaments qu'on étudie, on ne les inclut pas non plus. Et potentiellement, les critères d'exclusion ou sortie d'études, bah, c'est comme toujours le retrait du consentement. Éventuellement, un effet indésirable grave selon sa nature. S'il n'est pas du tout observant, donc c'est-à-dire que si on se rend compte assez rapidement qu'il ne prend pas le traitement, et puis s'il y a une introduction d'un autre traitement qui peut avoir un impact fort sur le sommeil. Alors, la taille d'échantillon fait partie également des chapitres du protocole. Elle a été détaillée par le docteur Michels lors d'un webinaire antérieur. Donc, je rappelle que le nombre de sujets nécessaires est strictement basé sur le critère de jugement principal tel qu'il est opérationnalisé.
Il va comporter plusieurs paramètres. On va vous épargner la formule compliquée. Je vous ai mis sur la diapo un lien vers un calculateur qui permet de simuler le nombre de sujets nécessaires en prenant en compte ces différents paramètres. Donc, je rappelle, le risque alpha ou erreur de type 1, c'est la probabilité de conclure qu'il existe une différence alors qu'il n'y en a pas. Le risque bêta, c'est l'inverse, c'est la probabilité de conclure qu'il n'existe pas de différence alors qu'une différence réelle existe. Et donc, le risque bêta va déterminer la puissance statistique de l'étude qui est 1 moins bêta, d'où la puissance 0,8 à 0,9. C'est un peu en miroir au 0,1, 0,2. Il faut prendre en compte la variabilité des mesures, puisque déjà, dans la population générale, ce qu'on mesure est distribué souvent suit une distribution gaussienne, donc avec une distribution autour de la moyenne. Et puis, la différence qui est attendue entre les groupes, quel est l'effet qu'on cherche à détecter par la recherche. Si jamais ce n'est pas correctement dimensionné, l'étude risque d'être ininterprétable. Il y a un autre paramètre qu'on pourrait rajouter, c'est combien de personnes on prévoit de perdre de vue. Ce serait dommage de perdre en puissance juste parce qu'il y a des personnes qui ont été perdues de vue. Et donc, si on anticipe ça, ça nous rajoute un petit pourcentage, mais ça nous permet de préserver la puissance de l'étude. Donc pour tous ces calculs-là, on peut être largement aidé des méthodologistes, mais néanmoins, il y a quand même des choses que les méthodologistes peuvent pas inventer. Et ça a trait avec la clinique. Donc, par exemple, là, on va être dans notre projet d'étude, il va falloir quand même qu'on définisse ce qu'on attend, ce qui est cliniquement pertinent. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, on va se dire que le traitement standard, il va améliorer, ça on le sait, il va améliorer la durée du sommeil de 15 minutes, mais que nous, ce qu'on veut montrer, c'est que dans notre nouveau médicament, c'est plus 45 minutes, et donc le delta, là, c'est 30 minutes. Ça, on est obligé d'apporter cette info-là au méthodo, parce qu'il ne peut pas le deviner, donc c'est important. Et puis, tout ce qui est la variabilité des mesures, donc les patients, ils ne dorment pas exactement la même durée. Donc, ce qui est aussi important de leur dire, c'est que ce qu'on estime comme écart entre les patients, c'est plus ou moins, enfin, l'écart type est estimé à 1 heure. Donc voilà, ça c'est aussi, on va dire, la pertinence clinique et son savoir et aider de la biblio qui nous permettent d'affiner les choses pour la taille d'échantillons. On va peut-être pas rentrer trop dans le détail, je vois l'heure qui file en plus si on veut quelques questions. Mais du coup, là, on conclut. Donc pour le risque alpha, c'est. Enfin, ouais, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on le détaille exactement le. C'est pour continuer à illustrer. Donc, si on considère un risque de faux positif, c'est nous qui le déterminons. Par exemple, on dit on va accepter 5% de faux positifs. Et combien on accepterait de faux négatifs? Souvent, c'est de l'ordre de 20%, ce qui veut dire que notre puissance est de 80%. Et donc, le calculateur fait tout seul ce travail. Le nombre de sujets nécessaires par groupe serait de 63. Et si on a 10% de perdu de vue, on est à 70 par groupe. Ouais. Sachant que c'est assez classique, hein, le risque alpha de 0,5 de 0,05 et la puissance de 80, c'est quelque chose d'assez classique en recherche. Alors, pour la gestion des événements imprévus, là encore, c'est un chapitre très important dans le protocole de recherche. On doit anticiper tous les événements imprévus. Du coup, pour le coup, il faut qu'on ait un plan d'action pour chaque événement imprévu, justement pour éviter d'improviser à l'instant T. Qu'est-ce qu'on fait des effets indésirables graves? Quel va être le circuit de notification? Si c'est en lien avec le médicament, il doit obligatoirement y avoir une notification, par exemple, à la NSM, mais également au promoteur. Quelles sont les conditions de sortie de l'étude? À quel moment on peut se permettre de lever l'aveugle? Si, par exemple, un patient est hospitalisé en urgence et qu'on a besoin de savoir dans quel bras il était parce qu'il est en état de choc, eh bien, on a besoin de lever l'aveugle.
quelles sont les règles d'arrêt anticipé de l'étude, à quel moment on va dire on ne va pas aller jusqu'au bout de nos inclusions de 140 patients, et est-ce qu'éventuellement il y a des analyses intermédiaires qui sont prévues. Par exemple, on peut se dire au bout de 40 patients inclus, on va faire des analyses intermédiaires pour voir si on répond plus ou moins aux critères. Quelquefois, ça permet d'alléger certaines évaluations. Par exemple, s'il y a 3 bras, on va garder que 2 bras pour alléger un peu les inclusions. Et donc, ces règles, on ne peut pas les improviser une fois qu'on a commencé l'étude, il faut qu'on les anticipe. Et du coup, là aussi, il y a des professionnels des événements indésirables ce sont les vigilants et donc ils nous aident à mettre les règles en place. Donc, c'est dû que pour les essais de type RIPH1, dans le sens où toutes les études en dessous, on considère que c'est ce qu'on appelait anciennement soins courants et du coup, c'est défini dans le soin courant, donc les process standards de vos établissements ou de vos structures. Pour les RIPH1, donc là, donc dans notre fil rouge, effectivement, on va lister tout ce qui est, tout ce qu'on peut attendre de ces médicaments-là, et on va être particulièrement vigilant avec des procédures pour les remonter au promoteur. Donc voilà, on peut avoir une somnolence diurne majeure, des chutes, une confusion, une réaction allergique aussi, des aggravations des idées suicidaires ou de la pathologie psychiatrique. Donc tout ça, on va lister en amont. Et puis en fonction, pour chacune, on va mettre en place des process qui peuvent aller jusqu'à la levée de l'aveugle si seulement, voilà, si ça a une pertinence pour la prise en charge du participant. La levée de l'aveugle, c'est vraiment quelque chose un peu au dernier recours, hein. Mais on peut aussi, comme c'est un médicament, et qu'il y a un côté toxique potentiellement suspectable, on va dire. Il peut aussi y avoir un signal sur tout ce qui est toxicité. S'il y a des effets indésirables graves chez plusieurs participants, bah là, dans ces cas-là, c'est tout l'essai qui s'arrête. Souvent, on a des comités, alors qui peuvent s'appeler par exemple d'adjudication, qui vont revoir les effets indésirables et qui vont, donc c'est des scientifiques qui vont revoir, eux, ils vont connaître, ils vont pas être en aveugle, ils vont connaître les groupes de chacun et ils vont décider si oui ou non on continue. Du coup, il y a des analyses intermédiaires tout au long de l'étude ça, c'est surtout pour les nouveaux médicaments. Alors, le point suivant détaille le plan d'analyse statistique. Souvent, on ne va pas le faire tout seul. C'est très important de le faire avec le méthodologiste et le biostatisticien. C'est très important qu'il y ait d'emblée une définition très claire des variables. Quelles sont les variables qui vont servir à analyser les critères principaux et secondaires, comme on l'a dit. Comment on va traiter les données quantitatives et qualitatives, quels tests statistiques on va utiliser pour faire les comparaisons, quel est notre niveau de significativité, classiquement le alpha 5%, c'est celui qui est utilisé de manière standard, comment on va gérer les données manquantes, parce que souvent les patients peuvent par exemple omettre de répondre à certaines questions qu'elles n'ont pas comprises ou donner deux réponses à certaines questions. Il faut qu'on dise d'emblée pour chaque questionnaire comment on va gérer les données qui sont manquantes. Est-ce qu'on fait un calcul approximatif? Enfin, il y a différentes méthodologies en statistique pour gérer les données manquantes. Est-ce qu'on fait des analyses en sous-groupe, par exemple? Est-ce qu'on va dire on va faire des analyses hommes versus femmes ou plus de tel âge et moins de tel âge? Quels vont être les indicateurs, les odds ratios, les risques relatifs, etc. Et puis, quel est le logiciel qu'on a utilisé ou qu'on va utiliser pour faire ces analyses statistiques? Alors, bien évidemment, c'est important d'avoir déjà un plan préétabli. Ça n'empêche pas que par la suite, les choses puissent changer, mais au moins, on a réfléchi à la question du plan d'analyse statistique et on ne l'improvise pas ultérieurement. Donc pour le projet, là, on a choisi d'analyser la population en intention de traiter, ça veut dire tous les patients qu'on aura randomisés, qu'ils prennent ou pas correctement leur traitement, c'est un peu la vraie vie en fait. On aurait pu choisir d'analyser en ce qu'on appelle per protocole, ça veut dire uniquement les patients qui suivent le protocole à la lettre, mais du coup, on s'éloigne quand même de la vraie vie. Donc c'est souvent en intention de traiter qu'on fait, mais
Là encore, on peut effectivement réviser notre jugement a posteriori. Bon, on rappelle nos critères principaux et secondaires là sur la slide. On va donc comparer la variation entre le J0 et le S8 pour chacun des groupes. Et puis, on va analyser par des modèles stats qui sont adaptés et notamment ajustés sur la durée du sommeil initial et le centre aussi, parce que les pratiques peuvent changer d'un centre à l'autre, donc c'est bien d'ajuster sur le centre. Il y a aussi une question sur les données manquantes, c'est bien de se poser ça, la question en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand les patients, ils n'ont pas répondu ils sont pas venus au suivi ou ils n'ont pas rempli leur questionnaire. Donc, comment on gère les données manquantes, comment on les décrit et comment on analyse les données sans ces données-là. Et puis là, voilà, on rappelle le seuil statistique qui est fixé à 5% pour notre critère principal de jugement. Ok. Et puis là, on a fini un peu le protocole, on passe sur Ouais, une considération autre. exactement. Donc là, pour conclure un peu par quelques diapos, pourquoi les chercheurs ont peur du CPP et pourquoi ils ont tort. Alors, souvent, en fait, ce protocole de recherche, comme je l'ai dit, il est destiné à plusieurs instances réglementaires, mais principalement au CPP qui va donner son avis favorable ou pas. La perception fréquente chez les chercheurs, c'est que c'est un obstacle administratif, que les personnes qui le composent n'ont pas forcément la connaissance du champ de la recherche. Mais en fait, les personnes qui le composent représentent la population générale. Bien évidemment, il y a des scientifiques, mais il y a des représentants de la population générale. La recherche doit avant tout servir à la population. Et donc, effectivement, ils doivent pouvoir répondre à différents enjeux. La perception, c'est que c'est un comité qui bloque les projets, alors que par exemple en 2023, il n'y a que moins de 10% d'avis défavorables par les CPP. On a l'impression qu'ils vont nous faire des demandes de modification interminables, que c'est une perte de temps dans le montage de l'étude. Et donc, voilà, tout ça n'est pas, enfin, notre perception est un peu déformée du CPP. Il faut en fait connaître quelles sont les questions que le CPP va se poser en lisant notre protocole. Il va se demander est-ce que la recherche est utile, est-ce qu'elle est pertinente scientifiquement et elle apporte de nouvelles connaissances. Si elle n'est pas utile, elle est éthiquement problématique parce que ce sont des personnes qui participent à cette recherche. Est-ce que la méthodologie permet de répondre à la question? Une étude qui est mal conçue expose inutilement les participants. Si au bout de la recherche, on va se dire en fait, méthodologiquement, c'était pas fort et donc on n'arrive pas à répondre à la question, c'est du temps perdu et des moyens perdus pour rien. Est-ce que les participants sont correctement protégés? Notamment, ils vont être très vigilants par rapport aux populations vulnérables qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que l'intérêt du participant prime sur l'intérêt de la science et de la société? Notamment, par exemple, est-ce qu'on a bien défini ce qu'on fait s'il y a un événement indésirable grave? On ne va pas garder le patient dans la recherche et l'exposer inutilement au traitement s'il le tolère très très mal. Est-ce que les risques sont proportionnés? Est-ce qu'il y a des bénéfices plausibles? Est-ce que des mesures de sécurité sont prévues? Est-ce que la continuité des soins est garantie? Il ne faut pas que l'évaluation d'un produit dont on n'est pas encore sûr entrave la continuité des soins. Et est-ce que les participants comprennent vraiment ce à quoi ils consentent? Et là, ils vont beaucoup s'attarder sur le formulaire de consentement. Est-ce qu'on a explicité par des mots simples les enjeux de la recherche et les bénéfices attendus? Est-ce que les 3 RGPD sur les données personnelles ont été expliqués? Est-ce que les patients savent qu'ils ont la possibilité de se retirer sans que cela n'entrave leurs soins? Donc tout ça est toujours indispensable. Quelques diapos pour aller plus loin. Je vous mets le lien vers le site Consort Spirit qui rassemble des recommandations pour les protocoles de recherche et notamment les essais randomisés contrôlés. Le niveau international est assez unanime, en tout cas sur la standardisation de ces protocoles de recherche. Et pour ne pas oublier certains points, c'est très utile de consulter
ajouter cette ressource si jamais on se lance dans un protocole de recherche randomisé contrôlé. Cette même équipe a fait un autre site internet qui s'appelle Sceptre, qui permet de rédiger au fur et à mesure le protocole de recherche en répondant à toutes ces questions. Donc, c'est un outil d'aide à la rédaction du protocole de recherche et puis à sa publication, par exemple, sur Clinical Trial. Il y a ce site web Equator Network qui reprend toutes les recommandations en fonction du type d'étude. Par exemple, si on veut faire un essai randomisé contrôlé, c'est les guidelines qu'on sort. Si c'est une revue systématique, c'est les recommandations Prisma et ainsi de suite. Et plusieurs de ces recommandations ont été traduites en français en 2015 par un même auteur qui a voilà, traduit les lignes directrices pour la recherche. Ça a été publié dans une revue de kinésithérapie, mais pourquoi pas. Et donc, en conclusion, le protocole doit refléter la pertinence scientifique, la rigueur méthodologique et la qualité opérationnelle. Et merci pour votre attention, on est dans les temps. Oui, pile juste, merci. Si jamais certains, on sait que le temps file et que chacun a ses occupations, on est quand même dispo pour quelques questions s'il y en a. Et s'il y en a qui venaient plus tard, eh ben, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel ou en nous appelant, tout simplement. Voilà.